l'histoire des monnaies papier, ce qui va nous permettre de comprendre comment fonctionne le système financier actuel. Et l'objectif, ça va être de voir comment s'enrichir en temps de crise. Alors dans cette première vidéo, nous allons étudier simplement l'histoire des monnaies papier depuis la Chine, puis à travers l'Angleterre et les États-Unis. Et dans la prochaine vidéo, on verra l'histoire de la monnaie papier en France et au travers de l'Europe. Alors, avant de voir cette histoire de la monnaie papier à travers du monde, je vais me présenter rapidement. Donc, mon nom est Jean-Luc Matisse, je suis conseiller en gestion de patrimoine indépendant depuis 2003. Je suis environ 500 clients avec des profils divers, des chefs d'entreprise, des professions libérales, des salariés, des fonctionnaires, tout type, je dirais, de personnes. Vous pouvez me retrouver à travers de mes blogs, le blog lecgpi.com dédié à la gestion de patrimoine, le blog scpi-1.com dédié au SCPI et le blog êtreheureux.fr dédié au bonheur et au développement personnel. Donc si vous voulez une présentation complète, je vous invite à voir la page Qui suis-je sur un de mes blogs. Alors, dans l'histoire de l'humanité, les monnaies ont servi justement de monnaie d'échange. C'était beaucoup plus simple d'échanger différentes monnaies que de faire du troc. Et donc la monnaie a pris différentes formes. Donc ça a été par exemple des coquillages, ça a pu être des chameaux, ça a pu être des pierres précieuses. Mais je dirais ce qui s'est vraiment imposé dans le temps, ce sont les métaux précieux. Pourquoi ? Parce que d'abord, les métaux sont précieux par nature, hein, ils existent en quantité limitée. Ensuite, c'est du métal, donc c'est malléable, et ça permet notamment de créer des pièces de monnaie. Alors, l'histoire de la monnaie papier commence en Chine, c'est-à-dire que pendant longtemps, la Chine a utilisé les métaux précieux, notamment l'or, l'argent et le cuivre, pour ses échanges. Et les Chinois ont inventé beaucoup de choses, et notamment 3 choses. La première, c'est le papier. La deuxième, c'est l'encre. Et ce sont les 2 ingrédients nécessaires pour fabriquer le papier. Et donc les Chinois ont inventé le papier et la monnaie papier. Alors comment ça a commencé ? Eh bien, au XIe siècle, dans la province de Sichuan, la population a été en manque de cuivre. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus assez de cuivre pour créer des pièces. Et donc ils ont décidé d'utiliser le fer. Mais le problème du fer, c'est que c'est un métal extrêmement lourd, c'est pas un métal précieux. Et du coup les marchands de métaux, les orfèvres, plutôt que de donner du fer qui était beaucoup trop lourd, eh bien ils ont émis des papiers, ce qu'on appelle des billets d'escompte, qui étaient échangeables en fer. Donc ces billets étaient beaucoup plus commodes que le fer, et donc ils ont été de plus en plus utilisés comme monnaie d'échange parmi la population. Mais on ne sait pas comment ça a commencé, mais forcément les marchands de métaux, ils ont vu que les billets d'escompte étaient de plus en plus utilisés, et certains ont été tentés de créer des billets d'escompte, même si ils n'avaient pas assez de fer ou de métaux précieux par rapport au volume de billets d'escompte créés. Donc tout ça, ça a profité évidemment aux marchands de métaux au départ, mais au bout d'un moment, ça a commencé à se savoir, il y avait beaucoup trop de billets émis, et ça a généré l'inflation, puis l'hyperinflation, qui s'est terminée en dépression et en effondrement. Et ça a été évidemment la fin de l'aventure de la monnaie papier au Sichuan. Mais en ce temps-là, donc c'était la dynastie des Song qui régnait en Chine, et donc il y a eu vent de cette affaire dans une des provinces, et ils ont décidé que c'était une très bonne idée de créer de la monnaie papier, et sauf que au lieu qu'elle soit émise par les marchands de métaux et les orfèvres, eh bien ils ont décidé que cette monnaie papier serait émise uniquement par la dynastie des Song. Et comme vous pouvez le deviner, au bout d'un moment, ils ont imprimé trop de billets, et ça a conduit à de l'inflation, de l'hyperinflation, une dépression économique et finalement un effondrement total de la dynastie. Ensuite, il y a eu la dynastie Yuan. D'ailleurs, le yuan, c'est le nom de la monnaie chinoise actuellement. Et en voyant ce qui s'était passé, ils se sont dit
bah, la monnaie papier c'est bien, mais ce qu'il faut faire c'est restreindre l'émission de la monnaie papier. Donc ils ont recréé une monnaie papier, mais en restreignant l'émission. Mais ça c'est je dirais les bonnes intentions de départ, mais ce qui arriva toujours, comme d'habitude avec les monnaies papier, c'est qu'ils en imprimèrent beaucoup plus au bout d'un moment. Les restrictions, ils les ont contournées, et ça a fini comment? Eh bien, inflation, hyperinflation, dépression et effondrement de la dynastie Yuan. Et ainsi de suite pendant plusieurs centaines d'années. Donc ça a commencé au XIe siècle, et en 1661, donc c'est la dynastie Ming qui est au pouvoir. Et après avoir constaté que l'histoire se répétait à chaque fois pour les monnaies papier, ils décidèrent d'interdire toute forme de monnaie papier en 1661. La morale de l'histoire, c'est que les monnaies papier, on voit, les Chinois sont pas plus bêtes que les autres, mais ça finit toujours de la même manière. Celui qui est responsable de l'émission de monnaie papier finit par en imprimer trop. Ça génère de l'inflation, de l'hyperinflation et un effondrement économique. Si ça vous rappelle quelque chose en ces temps modernes, c'est normal, c'est exactement la même histoire qui est en train de se produire aujourd'hui. Alors, les Chinois ont interdit donc la monnaie papier en 1661, mais comme à l'époque il y avait déjà des premiers échanges entre la Chine et l'Europe, notamment avec les voyages de Marco Polo, qui a relaté dans ses écrits l'histoire de cette papier-monnaie, eh bien c'est arrivé jusqu'en Angleterre, d'abord en Hollande et ensuite en Angleterre. On ne va pas parler de la Hollande parce que ça n'a pas grand intérêt, mais en 1694, le roi d'Angleterre, donc le roi William III, est totalement ruiné par ses guerres avec les Français notamment. Et donc les banquiers européens vont lui proposer un marché, c'est-à-dire qu'ils demandent au roi de les autoriser à émettre la monnaie papier et à obliger les citoyens anglais à utiliser cette monnaie papier et à accepter cette monnaie papier. Et en échange, ils offrent au roi un financement illimité pour faire la guerre. Et donc le roi ruiné accepte le marché, et en 1694 a lieu la création de la Banque d'Angleterre, donc la première banque centrale d'Angleterre, qui n'est absolument pas une banque publique, mais c'est une banque détenue par des intérêts privés, par les banquiers européens privés, notamment les Rothschild. Alors, il y a une différence avec la Chine, c'est-à-dire qu'en Chine, le monnaie papier était échangeable en métaux précieux. En Angleterre, les banquiers vont émettre l'argent sous forme de prêt avec intérêt. Donc ça s'appelle l'usure. Donc à l'époque, l'usure était totalement interdite par les grandes religions, donc, notamment le catholicisme, l'islam et les juifs. Alors pour les juifs, c'était simplement interdit de prêter avec usure aux autres juifs, mais pas aux autres religions. Par contre, l'usure n'était absolument pas interdite par le protestantisme, et ça tombe bien puisque l'Angleterre avait et a toujours la religion protestante. Donc c'est là qu'a commencé, je dirais, l'histoire du papier, de l'argent dette. Alors au départ, les banquiers ont prêté 1,2 million de livres au roi d'Angleterre. Donc d'aujourd'hui, c'est pas une grande somme, mais à l'époque, c'était une somme importante. Et il faut savoir que la moitié de cet argent prêté a été consacré à la Royal Navy, donc à la marine anglaise. Et ça a permis à l'Angleterre donc de reconstruire son armée, sa marine, et de conquérir le monde. C'était en fait très innovant. Pourquoi? Parce que le roi d'Angleterre avait la possibilité de faire la guerre à crédit, alors que les autres pays devaient financer la guerre avec leurs métaux précieux, avec leur monnaie. Donc ils n'avaient pas cette possibilité de financer à crédit. Et c'est ce qui a donné un avantage important à l'Angleterre. Et il s'est créé un schéma de Ponzi, c'est-à-dire que l'Angleterre a colonisé de plus en plus de pays, et dans ces nouveaux pays colonisés, ils ont imposé leur monnaie, leur système monétaire d'argent dette, ce qui leur a permis de s'étendre de plus en plus, tout cela financé toujours à crédit, et ça a fait la fortune des banquiers. Et donc en 1922, l'Empire d'Angleterre
1/5 de la population mondiale. C'était un empire sur lequel le soleil ne se couchait jamais. Alors, tout ça, c'était un schéma de Ponzi. Donc, on verra ça dans une future vidéo. Mais ce qu'il faut comprendre dans un schéma de Ponzi, c'est que les nouveaux entrants, en fait, vont payer les intérêts distribués aux anciens. Et donc, c'est un système qui fonctionne tant que le système entier est en croissance. Par contre, dès que le système ne croît plus, commence simplement à stagner, eh bien, il commence à vaciller et puis il finit par s'écrouler. Donc c'est ce qui est arrivé dans le système Madoff, c'est ce qui va arriver dans le système des retraites, de la sécurité sociale et plus généralement dans le système des monnaies papier actuelles. Et donc ça a déjà commencé en Angleterre. À partir du moment où l'Angleterre n'avait plus de nouveaux pays à conquérir, eh bien, il a commencé à décliner. Et il a commencé donc à perdre de sa puissance et de son pouvoir, et à perdre un certain nombre de colonies, notamment l'Inde et les États-Unis. Alors, les banquiers, ils ont vu ce déclin de l'Angleterre, et donc ils ont commencé à se pencher sur les États-Unis. Alors, avant d'arriver à ça, on va voir quelle est l'histoire des États-Unis. C'est-à-dire que en 1776, les États-Unis, jusqu'en 1776, enfin l'Amérique était une colonie de l'Angleterre. Et le 4 juillet 1776, ils vont déclarer leur indépendance et donc quitter l'Empire britannique. Et cela faisait suite en fait au Tea Party de 1773. Le Tea Party, c'était simplement une révolte contre la taxation de l'Empire britannique, notamment sur le thé. Alors la constitution des États-Unis a été faite par des hommes donc épris de liberté, et donc il y avait un principe de liberté et de séparation des pouvoirs, des trois pouvoirs, exécutif, législatif et judiciaire. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la constitution des États-Unis, il est encore bien indiqué que seul le Congrès est habilité à émettre la monnaie. Et on va voir que cette règle aujourd'hui est totalement violée par le système de réserve fédérale américaine. Alors Thomas Jefferson, c'était un des 5 rédacteurs de la Constitution américaine. Il a été président des États-Unis en 1801 jusqu'en 1809. Et voici ce qu'il disait. Si le peuple américain permet un jour que des banques privées contrôlent leur monnaie, les banques et toutes les institutions qui fleuriront autour des banques priveront les gens de toute possession, d'abord par l'inflation, ensuite par la récession, jusqu'au jour où leurs enfants se réveilleront sans maison et sans toit, sur la terre que leurs parents ont conquis. Alors c'est une citation qui date du 19e siècle, donc ça fait quasiment 200 ans, et elle est plus d'actualité, puisque c'est exactement ce qui se passe aux États-Unis, c'est exactement ce qui se passe en Grèce, c'est exactement ce qui se passe en Espagne. Alors, donc on voit que la Constitution des États-Unis se méfiait beaucoup des banques, et avait mis donc des garde-fous pour se protéger des banquiers. Mais les banquiers, ils sont pas fous, ils sont très malins. Et donc quand ils ont vu que l'Angleterre commençait à décliner, eh bien ils ont décidé de répliquer le modèle de la Banque centrale anglaise d'Angleterre aux États-Unis. Alors évidemment, ils se sont heurtés à pas mal de résistance au début, puisque on voit que les pères de la Constitution américaine se méfient énormément des banquiers et avaient mis des garde-fous. Mais ils vont finir par atteindre leur objectif. Alors la première tentative de banque centrale américaine a été créée donc, en 1791. Ils vont l'appeler la Banque des États-Unis. Et cette banque centrale aura un bail de 20 ans. Donc c'est absolument pas une banque des États-Unis, c'est pas la banque nationale qui appartient aux États-Unis, c'est tout simplement une banque privée, mais ils vont l'appeler la Banque des États-Unis. Donc il l'a créée en 1791 pour un bail de 20 ans. Et en 1811, donc, se posait la question du renouvellement du bail. Et il n'a pas été renouvelé à une voix près. Ce n'est que partie remise. Donc en 1816, les banquiers européens vont de nouveau créer une banque centrale américaine avec un bail de 20 ans. Et donc, en 1836, le président des États-Unis, c'était le président Jackson.
et il était absolument contre les banques privées et les banques centrales privées. Et d'ailleurs, en 1835, il y a eu une tentative d'assassinat de ce président Jackson qui a échoué. Et en 1836, donc au moment de renouveler le bail de la Banque centrale américaine numéro 2, eh bien, le président Jackson a mis son veto et a empêché donc, le renouvellement du bail. Alors, ensuite, en 1860, de 1860 à 1865, donc le président américain était Abraham Lincoln, et il se trouvait dans une situation difficile parce qu'en 1862, il devait financer la guerre, et donc il avait besoin d'argent, et donc il s'est adressé aux banquiers pour avoir des prêts, mais ceux-ci étaient prêts à lui prêter de l'argent à des taux de 20%, donc des taux totalement usuraires. Et donc Lincoln, il décide de créer la propre monnaie des États-Unis. Donc il va l'appeler les greenbacks. Pourquoi? Parce que c'était des billets avec de l'encre verte. Et cette monnaie était donc émise directement par le gouvernement des États-Unis et non plus par un système de banque privée. Et voici ce que disait Lincoln. Le gouvernement devrait créer, émettre et faire circuler toutes les devises et tous les crédits nécessaires pour satisfaire les dépenses du gouvernement et le pouvoir d'achat des consommateurs. En adoptant ces principes, les contribuables économiseraient d'immenses sommes d'argent en intérêts. Le privilège de créer et d'émettre de la monnaie n'est pas seulement la prérogative suprême du gouvernement, mais aussi sa plus grande opportunité. Donc en 1862, Lincoln y crée la propre monnaie émise par le gouvernement. Et donc sur cette monnaie, le gouvernement ne payait absolument aucun intérêt. Donc vous imaginez bien que pour les banquiers, ça, c'était pas bien du tout. Ça voulait dire qu'ils perdaient leur fonds de commerce, de récupérer les intérêts sur l'ensemble de la monnaie émise. Et donc, en 1865, le président Lincoln va se faire assassiner. En 1881, donc, le nouveau président, c'est James Garfield. Et il est un peu arrivé à la présidence sur un malentendu. Et voilà ce qu'il disait. Qui contrôle la création monétaire contrôle l'industrie et le commerce. Et quand vous réalisez que le système entier est très facilement contrôlé d'une manière ou d'une autre par une très petite élite de puissants, vous n'aurez pas besoin qu'on vous explique comment les périodes d'inflation et de déflation apparaissent. Donc voilà. Lui aussi, le président Garfield connaissait le danger à confier l'émission de la monnaie à des banques privées. Et il n'a pas fait long feu puisque dès l'année de son élection, il sera également assassiné. Alors, en 1910, donc il y a plus de banque centrale américaine, et donc ça plaît pas aux banquiers, parce que les banquiers, ils veulent absolument contrôler l'émission de la monnaie, et donc ils vont se réunir en 1910, donc ça sera une réunion qui va réunir les grandes banques privées, notamment JP Morgan, Citibank, et les représentants des familles Rothschild et Rockefeller. Et donc, avec l'argent, les banques ont de l'argent et donc sont capables de payer, on va dire, des hommes politiques. Et donc, le 23 décembre 1913, donc pendant les vacances de Noël, à minuit, va y avoir un vote au Congrès pour la création de la Réserve fédérale, qui est encore en vie aujourd'hui. C'est ça s'appelle la Fed. Et c'est une banque qui n'est absolument pas détenue par l'État américain, mais c'est une banque privée. Alors en réalité, c'est un ensemble de banques privées qui va avoir le privilège d'émettre la monnaie américaine, donc les dollars. Alors comment ça fonctionne de manière très simplifiée? Le gouvernement ne crée pas sa propre monnaie. Ce qu'il fait, le gouvernement, c'est qu'il émet des obligations. Et donc ces obligations sont en réalité les dettes du gouvernement, c'est une reconnaissance de dette du gouvernement, sur lequel le gouvernement paye des intérêts. Donc ils émettent des obligations qui sont achetées par la Réserve fédérale, et c'est la Réserve fédérale qui crée donc l'argent pour acheter les obligations d'État. Et sur ces obligations, évidemment, le gouvernement américain doit payer des intérêts aux banquiers à la Fed. Donc la Fed fixe elle-même les taux d'intérêt, et donc finalement c'est elle qui crée une partie de la monnaie, en tout cas l'argent qui est dépensé par le gouvernement américain.
Alors, en 16 ans, donc de 1913 à 1929, la Fed et le gouvernement américain ont créé tellement d'argent que on va avoir une bulle, notamment sur le marché des actions, le Dow Jones. Ça va créer une bulle spéculative, une bulle de création monétaire. Et évidemment, cette bulle, comme toutes les bulles, va finir par exploser donc en 1929. Et c'est le fameux crack de 1929. Et donc, on va avoir aux États-Unis une grande dépression qui va suivre, en gros, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les banques aiment beaucoup les guerres. Pourquoi elles aiment les guerres? Eh bien, quand un pays fait la guerre, eh bien, il dépense beaucoup d'argent. Le gouvernement dépense beaucoup d'argent. Et comme c'est un argent qu'il n'a pas, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il s'endette auprès des banques. Et plus il s'endette, plus ça rapporte aux banques. Et les banques aiment bien endetter les gouvernements. Pourquoi? Parce que les gouvernements ont la faculté de taxer leurs concitoyens et donc de payer les intérêts aux banquiers. Donc voilà, en fait les guerres, ça augmente le profit des banques. Alors, au sorti de la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis sortent les grands vainqueurs puisque l'Europe s'est complètement déchirée, entre d'un côté le bloc allemand et de l'autre côté les Alliés. L'Asie s'est complètement déchirée entre d'un côté le Japon et le reste de l'Asie. Et donc les États-Unis sortent vainqueurs de la guerre avec 75% des réserves mondiales de l'or. D'ailleurs, ils ont également, les Japonais à ce moment-là, avaient mis à sac l'ensemble de l'or de l'Asie et notamment de la Chine. Donc ça c'est relaté dans un livre passionnant. Et avec la complicité des Américains. Et donc les États-Unis sortent vainqueurs de la guerre. Et ils vont imposer le dollar comme monnaie de réserve mondiale. Donc ça a été fait lors des accords de Bretton Woods en 1944 et qui stipule que l'ensemble des monnaies mondiales vont être rattachées au dollar par une parité fixe. Et seul le dollar sera rattaché à l'or avec une parité fixe de 35 $ pour une once d'or. Alors, je ne vais pas revenir sur l'intérêt pour les Américains d'être les émetteurs de la monnaie de réserve mondiale, mais en gros, si on regarde par exemple le pétrole, eh bien, jusqu'à récemment, l'ensemble des pays du monde devaient acheter leur pétrole en dollars. Et donc ça permet aux Américains de récupérer finalement beaucoup d'argent, puisque les gens qui ont des dollars, par exemple les pays des Émirats arabes qui vendent du pétrole contre des dollars, eh bien finissent par quelque part réinjecter ces dollars dans l'économie américaine. Alors, les États-Unis ont fait pas mal de guerres. Donc après la Deuxième Guerre mondiale, ils ont fait des guerres en Corée, des guerres en Vietnam. Donc on ne va pas raconter ici pourquoi ils ont fait ces guerres. Mais toujours est-il qu'ils ont étendu leur empire partout. Et donc ça a généré un certain nombre de déficits, notamment le déficit du budget du gouvernement américain. Et puis il y a eu également un certain nombre de délocalisation pour les multinationales américaines. C'était beaucoup plus intéressant en termes de profit pour elles de faire produire en Chine à bas coût et de vendre aux Américains avec des prix américains. Donc la mondialisation a surtout profité aux multinationales américaines et également européennes. Mais tout ça donc, a généré un déficit de la balance commerciale, un déficit du budget gouvernemental. Et donc les États-Unis ont imprimé de plus en plus de dollars tout en ayant beaucoup moins d'or dans leur caisse. Et finalement, alors que la parité dollar-or était fixe, en réalité en termes de volume, il y avait de plus en plus de dollars et de moins en moins d'or. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le dollar était quelque part surévalué. Alors, en 1963, donc le président de l'époque est John Fitzgerald Kennedy. Donc Kennedy tente de reprendre la main sur la création monétaire. Donc il va émettre l'Executive Order 11110 et il va ordonner la création de US Notes.
donc des billets américains émis par le gouvernement américain en remplacement des Fed Notes, donc les billets émis par la Réserve fédérale. Donc il a écrit cette directive en 1963 et on connaît tous la suite, c'est qu'il s'est fait assassiner 5 mois plus tard. Voilà, encore une fois, les banquiers, ils veulent conserver le monopole de l'émission de la monnaie. Pourquoi? Parce que si c'est le gouvernement qui émet la monnaie sans payer d'intérêt dessus, eh bien les banquiers feront beaucoup moins de profit. Donc ça a été le dernier président américain à défier l'autorité des banques. Le message est clair. Si jamais un président américain essaye de reprendre la main sur la création monétaire, on sait à peu près comment ça finit. Alors on avait à l'époque un président français intelligent, c'était peut-être le dernier. Donc en 1965, c'était Général de Gaulle qui était président de la République française. Et il voyait que les Américains achetaient des sociétés françaises avec un dollar totalement surévalué. Et pas bête, le général de Gaulle, il a demandé l'échange, il a commencé à échanger les dollars accumulés par la France contre de l'or. Donc il a demandé aux États-Unis d'échanger les dollars contre de l'or et il a même proposé d'envoyer un porte-avions pour récupérer l'or ainsi échangé. Alors ça n'a pas trop plu aux États-Unis et au cartel des banques. Et donc, De Gaulle a eu le droit à un mai 68 sponsorisé par la CIA. Donc il sera remplacé par, comme par hasard, par un ancien de la banque Rothschild, M. Pompidou. Alors, De Gaulle, ça n'a pas été le seul à faire ça. Il a été suivi notamment par l'Espagne. Hein. Et à force de faire des guerres, et à force d'avoir des nations qui échangeaient leurs dollars contre de l'or, eh bien les caisses américaines d'or étaient vides. Et ça devenait un problème pour les États-Unis. Donc en 1971, le président américain Nixon annonce tout simplement qu'il n'y a plus de parité entre l'or et le dollar, c'est-à-dire qu'on ne peut plus échanger des dollars contre de l'or. Voilà. Donc il décorrèle totalement le dollar vis-à-vis de l'or. Et d'ailleurs, un des secrétaires à l'époque a dit « c'est notre monnaie, mais c'est votre problème » au monde entier. Donc en gros, il a fait un gros doigt d'honneur à l'ensemble des pays du monde entier. Et comme les États-Unis étaient et sont toujours la première puissance militaire, personne évidemment n'a rien dit. Alors, 1971, c'est vraiment une date très importante. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là, toutes les monnaies, puisqu'elles étaient rattachées au dollar et que celui-ci n'est plus rattaché à rien du tout, eh bien toutes les monnaies deviennent flottantes et ne sont absolument plus rattachées à un actif tangible. Alors, puisqu'il n'y avait plus la limitation de l'or, ça permettait finalement aux États-Unis, mais aussi à l'ensemble des pays avec des monnaies fiduciaires, de créer de la monnaie de manière illimitée, puisqu'il n'y avait plus besoin de l'échanger contre de l'or. Et donc, vous voyez sur ce schéma la croissance de la masse monétaire, qui, à partir de 1971, prend l'allure d'une courbe exponentielle. Et le problème que nous avons aujourd'hui, donc en 2012, au moment où je tourne cette vidéo, c'est que nous sommes plutôt sur la partie pentue de la courbe exponentielle. Donc plus on émet de la monnaie, plus on crée de la monnaie à partir de rien, et évidemment plus cette monnaie perd de la valeur. Et c'est ce qui génère de l'inflation, l'inflation des prix et des actifs. Et donc là on voit la courbe de l'inflation qui suit également la courbe de la création monétaire et qui devient exponentielle également. Et toujours la même mauvaise nouvelle pour nous, c'est que nous sommes dans la partie très pentue de l'inflation, et donc on verra que quand l'INSEE annonce 2% d'inflation, c'est du pur bullshit, comme quand les États-Unis annoncent des taux d'inflation tout à fait bas. Ces taux sont donc totalement manipulés et ne reflètent absolument pas la réalité. Alors comme la création monétaire, donc on le verra dans une prochaine vidéo, c'est en réalité de la dette, c'est-à-dire que l'argent est créé à partir de prêts.
eh bien l'endettement aussi va exploser. On voit ici la courbe d'endettement des États-Unis et on voit que c'est également une courbe exponentielle qui prend son envol à partir de 1971 aussi. Alors, en 1715, le roi Louis XIV vient de décéder et Louis XIV avait fait beaucoup de guerres qui ont totalement ruiné la France et donc son successeur, le roi Louis XV qui avait 5 ans à cette année-là, eh bien, va récupérer des finances totalement désastreuses. Et en 1715, un économiste, John Law, qui avait voyagé dans toute l'Europe et qui avait vu l'essor de la monnaie papier, notamment en Angleterre, décide d'imiter l'Angleterre en France et de créer la Banque Générale avec exactement le même modèle d'argent-dette. Et il va connaître un succès important. Et du coup, en 1718, la Banque Générale va devenir Banque Royale garantie par le roi Louis XV. Et évidemment, même cause, même effet. Donc la Banque Royale va émettre de la monnaie papier et va en émettre de plus en plus. Et John Law va également créer un nouveau schéma de Ponzi en créant une société basée sur des actifs aux États-Unis. Et tout ça va mener à l'inflation, l'hyperinflation, qui va se terminer en 1720 avec un krach évidemment. Et la ruine pour tous les pigeons qui avaient cru au sornet de John Law et de la Banque Royale. Donc ça a été le premier épisode de monnaie papier en France. Il a été désastreux et donc il a laissé des traces. Et en 1789, donc c'est la Révolution française, et donc la Nouvelle République a besoin d'argent parce que les caisses de l'État sont toujours aussi vides. Et ils vont tout simplement, d'un trait de plume, confisquer l'ensemble des biens du clergé qui possédait à l'époque une grande partie de l'immobilier français. Et donc, pour renflouer les caisses de manière immédiate, le problème c'est qu'en vendant les biens du clergé, eh ben, ça prend du temps. Et ils n'avaient pas de temps, ils avaient besoin d'argent rapidement. Et donc, ils décident, après de nombreux échanges à l'Assemblée, de créer une nouvelle monnaie papier donc, qui va s'appeler les assignats et qui seront adossés aux biens du clergé. Alors les Français sont des gens intelligents et donc ils avaient bien vu que le système de John Law ne fonctionnait pas et créait un désastre économique et financier, mais ils pensaient être vraiment beaucoup plus intelligents et en disant que cette nouvelle monnaie papier serait adossée aux biens du clergé, eh bien, ils prévoyaient un grand succès pour cette monnaie papier. Et donc en 1790, les assignats deviennent monnaie officielle. Et au départ, comme d'habitude, avec les monnaies papier, ça fonctionne plutôt bien. La première émission se passe bien. Les gens achètent les assignats. Et ça avait un double intérêt en fait pour la Nouvelle République. C'est que d'une part, ça permettait de renflouer les caisses. Et d'autre part, ça permettait de vendre les biens du clergé à un certain nombre de Français. Et du coup, ces Français nouveaux propriétaires seraient certainement plus fidèles à la Nouvelle République. Mais suite à la première émission d'Assignats, qui a bien fonctionné, eh bien, de nouveau, les caisses sont vides, comme d'habitude. Hein. Les gouvernements font des promesses et dépensent l'argent. Et donc, les caisses étaient de nouveau vides. Et donc, ils décidèrent de nouveau de lancer une nouvelle émission d'Assignats. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ce qui fait que au départ, il y avait une quantité relativement limitée d'assignats et donc de monnaie papier, donc ça a bien fonctionné. Et puis petit à petit, ils en ont créé de plus en plus. Et comme d'habitude, ça a fini en inflation, en hyperinflation, en krach. Et finalement, la France va récupérer Napoléon suite au krach. Et donc en 1796, c'est la fin officielle des assignats. Et donc c'est la fin de la deuxième tentative de monnaie papier. Alors en 1800, va être créée la Banque de France. Contrairement à ce que son nom pourrait
impliquée. Ce n'est absolument pas une banque nationale détenue par l'État français. Au moment de sa création, c'est une société anonyme détenue par des intérêts privés et qui va avoir le droit donc d'émettre de la monnaie contre des intérêts. Cette Banque de France va avoir le soutien de Napoléon. Et donc en 1803, la Banque de France va obtenir un privilège qui est l'exclusivité de l'émission de la monnaie par Napoléon. Et donc c'est ainsi qu'est née la Banque de France et son privilège d'émettre la monnaie. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que jusqu'en 1939, les billets émis par la Banque de France étaient couverts par 35% d'or. Donc en gros, un tiers de l'ensemble de la monnaie papier était couverte par de l'or. Voilà. Donc ce qui limitait quelque part la croissance monétaire. En 1945, donc après la Deuxième Guerre mondiale, la Banque de France va être enfin nationalisée et sera donc détenue par l'État français et non plus par des intérêts privés. Alors au niveau des intérêts, donc jusqu'en 1897, l'État devait payer des intérêts à la Banque de France sur la monnaie émise, donc sur les emprunts d'État émis. Et à partir de 1897, donc, il n'y a plus eu besoin pour l'État de payer des intérêts, donc l'argent était gratuit pour l'État. Alors en 1936, les caisses de l'État en or cette fois-ci sont de plus en plus vides. Et donc, il est décidé que les billets ne soient plus échangeables en or, et donc le franc devient une monnaie flottante. En 1944, donc, nous avons les accords de Bretton Woods, donc le franc est rattaché au dollar qui est lui-même rattaché à l'or, et en 1971, Nixon décide de décorréler le dollar de l'or, et donc l'ensemble des monnaies, dont le franc, deviennent des monnaies totalement flottantes et qui ne sont plus du tout corrélées à un actif tangible. Alors, en 1969, donc De Gaulle n'est plus président et c'est donc M. Pompidou qui est élu, donc 69, une belle année, et il a comme ministre des Finances M. Giscard d'Estaing. Et ils vont décider en 1972 une drôle de décision. Ils vont baisser la TVA de 23 à 20%. Donc ça c'est une baisse de revenus évidemment pour l'État et du coup l'État va se retrouver en déficit grâce à cette mesure génialissime. Donc ça a entraîné deux choses, enfin plusieurs choses. En 1973, donc, ils vont voter la loi 73, donc on va en parler juste après. Giscard va lancer l'emprunt Giscard qui va rapporter 7% d'intérêt aux prêteurs et qui sera indexé sur l'or. Donc ça c'était une belle décision aussi. Donc vous voyez la logique, on baisse les recettes de l'État pour créer un déficit de l'État et ça permet de passer une loi qu'on va voir qui est assez extraordinaire et à l'État, obliger l'État à emprunter à 7% indexé sur l'or. Donc ce qu'il faut comprendre c'est que par la suite, le franc, la valeur du franc va être divisée par 3,5 entre 73 et 88. La valeur du franc va être divisée. Donc quand vous avez un emprunt qui est indexé sur l'or et que votre monnaie à vous perd 3,5 fois sa valeur, eh bien ça veut dire que la valeur de votre emprunt augmente proportionnellement à la dévaluation de la monnaie. Donc ça, c'est un bel emprunt qui a bien ruiné encore les caisses de l'État. Et on peut se demander vraiment à qui profite le crime, sachant que Pompidou était l'ancien directeur général de la banque Rothschild en France, au passage. Voilà. Alors, la loi de 1973, elle est importante, elle crée beaucoup de controverses sur Internet notamment. Alors, entre ceux qui disent que c'est la loi qui a interdit à l'État français d'emprunter gratuitement, et ceux qui disent non, c'est une loi qui n'a rien changé et qui n'a absolument pas interdit à l'État français d'emprunter gratuitement. Alors la réalité, c'est que cette loi, elle a mis des conditions aux emprunts d'État. C'est-à-dire que l'État, pour obtenir de l'argent, quand il n'en a pas assez par les impôts, eh bien, il émet des obligations, ce qu'on appelle des obligations, et c'est la Banque de France qui achète ces obligations. Et donc la question qui se pose, c'est de savoir est-ce que l'État doit payer des intérêts sur ses obligations ou pas.
Donc la loi de 1973, elle stipule que l'État peut emprunter jusqu'à 10,5 milliards de francs sans intérêt. Pour les 10 milliards de francs suivants, l'État peut emprunter avec intérêt, faible, mais avec intérêt. Et au-delà, l'État ne peut plus emprunter. Il doit emprunter directement sur les marchés financiers, donc à nos amis les banquiers et assureurs français et internationaux. Donc effectivement, la loi de 73 n'empêchait pas l'État français d'emprunter à la Banque de France, mais avec un montant fort limité qui sera bien entendu explosé par la suite dans les budgets suivants. Et donc c'est pour ça que depuis 73, l'endettement de l'État français a explosé. Donc on voit ici le budget de la France, hein, donc il a été en déficit dans les années d'après-guerre simplement pour reconstruire, je dirais, la France. Dans les années de Gaulle, il a été en positif, hein, donc merci de Gaulle. Et à partir de 73, donc de cette fameuse loi 73 de la baisse de la TVA et de l'emprunt Giscard, eh bien, va commencer les déficits d'État qui vont s'aggraver d'année en année, puisque les intérêts de la dette vont s'accumuler. Et on voit ici donc l'endettement donc de l'État français qui explose littéralement sur une courbe exponentielle depuis cette année-là. Donc à qui profite le crime? Bien, en général à ceux qui gagnent de l'argent, et qui gagnent de l'argent sur les intérêts de la dette française. Eh bien, vous le savez autant que moi. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, sur la courbe exponentielle, on est aujourd'hui sur la pente pentue. C'est-à-dire qu'au début, une courbe exponentielle est relativement plate, ensuite elle accélère, et ensuite elle devient pentue. Et donc nous sommes sur la pente très ascendante. Voilà. Donc je ne vous ai pas mis la courbe de Gauss, mais la courbe de Gauss, c'est une pente ascendante, et ensuite une pente descendante qui correspond en général à un crack. Alors, la loi de 73 va être abrogée en 93 avec la loi du 4 août 93, qui va mettre donc la France en conformité avec le traité de Maastricht, hein, donc le fameux traité européen, qui lui carrément ne prend plus de gants. Il interdit tout simplement à la Banque de France de prêter à l'État français. Et donc l'État français ne peut plus créer sa propre monnaie, il ne peut plus s'endetter en créant lui-même de la monnaie, il est obligé d'emprunter aux prêteurs internationaux, donc à nos amis les banquiers et assureurs. Alors, le 12 mai 1998, la Banque de France va être intégrée au système monétaire européen. Et donc, nous arrivons à la fameuse Union européenne dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et en 1999, donc, va être créée la monnaie unique, l'euro, qui au départ est une monnaie d'échange entre les institutions financières, et qui en 2002 devient la monnaie fiduciaire de la zone euro et donc de la France. Alors, les États, ils ne peuvent plus emprunter, donc ils sont obligés d'emprunter sur les marchés. Et les banquiers, comment ils vont se financer? Ils vont se financer auprès d'une banque centrale, donc la Banque Centrale Européenne. Et donc il faut savoir que la Banque Centrale Européenne est détenue par les banques nationales, donc en partie par la Banque de France, qui est elle-même détenue par l'État français. Et donc comme lors de la création des assignats, lors de la création de la BCE, les fondateurs, on va dire, de la BCE étaient des gens vraiment intelligents. Ils ont dit, voilà, on va créer la BCE sur le modèle de la Bundesbank, la banque centrale allemande, qui avait réussi à limiter l'inflation grâce à une politique, on va dire, de rigueur. Ils vont mettre des garde-fous, hein, ils vont interdire à la BCE de prêter directement au gouvernement. La BCE, elle, fixe les taux d'intérêt directeurs européens, et une de ses missions, et même, je dirais, sa mission principale à l'époque, c'était de maîtriser l'inflation. Et on va voir qu'aujourd'hui, elle fait exactement l'inverse. Alors,
l'ensemble des gouvernements, par nature, dépensent toujours plus qu'ils gagnent, et donc ça crée des déficits. Et puis, comme les gouvernements doivent payer des intérêts sur ces déficits, eh bien ça s'accumule et ça crée une courbe exponentielle de déficit, qui fait que la plupart des États européens sont dans le rouge total, sont totalement ruinés, et sont obligés d'emprunter de plus en plus sur les marchés financiers. Donc là, on voit déjà qu'il y a un transfert de pouvoir, c'est-à-dire que les politiques, qu'ils soient de gauche, de droite, du milieu ou des extrêmes, quand ils arrivent au pouvoir, ils ont besoin d'argent pour faire fonctionner la machine. Ils ont donc besoin des marchés financiers, des prêteurs d'argent, tout simplement pour continuer, ne serait-ce qu'à payer leurs propres salaires. Et quand il n'y a plus d'argent et que vous êtes totalement endetté, eh bien le pouvoir, c'est pas vous qui l'avez, c'est votre créditeur qui vous dit ce qu'il faut faire. Bon. Alors, on a vu que la BCE avait interdiction de prêter directement au gouvernement. Donc, comme les gouvernements sont surendettés et que les banques, après 2008-2009, étaient également en faillite et ont été sauvées par les États, donc ça a creusé la dette gouvernementale qui avait encore plus besoin d'argent que les banques n'avaient pas. Donc tout aurait dû s'écrouler. Et donc pour sauver tout ça, quelle est la solution? Eh bien c'est la solution habituelle des monnaies papier, c'est la planche à billets, c'est de créer de l'argent frais. Mais comme la BCE avait une interdiction de prêter directement au gouvernement, comment elle a fait? Eh bien le 10 mai 2010, elle va mettre en place un système, le SMP. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire exactement, parce que de toute manière ça ne veut rien dire. Ce que ça veut dire réellement, c'est que la BCE se donnait le droit d'acheter des dettes gouvernementales sur le marché secondaire. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que quand un État a besoin d'argent, il va sur le marché primaire, il vend des obligations et les institutions financières donc, achètent ces obligations, ce qui lui permet d'avoir de l'argent. Et donc la BCE a interdiction de faire cela. Par contre, la BCE se donne le droit d'acheter sur le marché secondaire. C'est-à-dire que, imaginez une banque, elle prête, donc elle achète une obligation d'État, et elle va la refourguer, cette obligation, à la BCE, avec évidemment un profit. Et donc voilà comment on fait un tour de passe-passe pour contourner les règles. Donc c'est ce qui fait que la BCE va acheter 72 milliards d'obligations, alors que son capital social, enfin son capital est de 5 milliards. Donc c'est comme si, voilà, donc, vous voyez l'effet de levier, donc il est d'environ 14, donc c'est un gros effet de levier. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais les obligations perdent plus que 7%, eh bien ça veut dire que la BCE se retrouve tout simplement en faillite. Donc pour éviter cela, la BCE va faire une augmentation de capital à 10 milliards d'euros avec votre argent, puisque, je vous rappelle, la BCE est détenue par les banques centrales, dont la Banque de France, et donc ces 5 milliards ont été financés en partie par la Banque de France, donc par l'État, donc par vos impôts. Merci. Et au total, au final, la BCE va racheter donc sur le marché secondaire 210 milliards d'obligations d'État des pays PIGS, donc le Portugal, l'Italie, l'Irlande, la Grèce et l'Espagne. 210 milliards pour un capital de 10 milliards. Donc vous faites le calcul. Si ces obligations perdent 5%, eh bien la BCE se retrouve de nouveau en faillite et devra être de nouveau capitalisée. Mais c'est pas fini. Comme nous sommes sur la pente pentue de la dette des États, eh bien ça ne s'améliore pas malheureusement. Et donc en septembre 2012, donc c'est assez récent, la BCE va mettre en place le système OMT. Donc ça c'est OMT, donc c'est obligation dans ton voilà, qui l'autorise à racheter directement de la dette des gouvernements. Donc ça, en violation directe avec les statuts, mais comme les médias sont à la botte des gouvernements et des banques, personne ne l'aura souligné. On va simplement dire que voilà, ça permet d'éviter au système de s'effondrer. Donc on voit aujourd'hui le bilan de la BCE, il augmente de plus en plus parce que la BCE achète des obligations d'État qui valent pas grand-chose puisque les États sont en faillite. Et là aussi, nous sommes sur la courbe pentue de la courbe exponentielle. Alors les États étaient en faillite, mais les banques aussi, hein, en 2008-2009, suite à la crise des subprimes et suite à la faillite de Lehman Brothers, l'ensemble des banques françaises auraient dû faire faillite par effet de domino. Donc ils ont été sauvés par l'État, merci.
Mais comme ça ne suffisait pas, et comme il y a de plus en plus d'obligations toxiques dans les bilans, eh bien, en décembre 2011, la BCE va faire un cadeau sympathique aux banques en leur prêtant à 3 ans à un taux de 1% pour un montant illimité. Donc je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est. C'est comme si votre banquier venait vous voir et vous disait « Écoutez, je suis prêt à vous prêter autant d'argent que vous voulez, à 1% sur 3 ans. » Alors si vous êtes intelligent et que votre banquier vient vous voir en vous faisant cette offre, qu'est-ce que vous faites? Eh bien vous prenez 1 milliard d'euros, vous le placez à 5%, et vous payez 1% d'intérêt à la BCE et vous faites un gain de 4% sur 1 milliard d'euros. Je vous laisse calculer, ça fait beaucoup d'argent. Alors pourquoi la BCE fait ce tel cadeau? Il faut bien comprendre que le patron de la BCE aujourd'hui c'est Mario Draghi. Donc c'est un ancien de la banque Goldman Sachs et donc entre copains banquiers on se fait des cadeaux, c'est tout à fait normal. Voilà. Alors concernant l'inflation, donc la mission de la BCE qui est de contrôler l'inflation, je vous rappelle. Donc vous avez aujourd'hui des taux d'intérêt directeurs qui tendent vers 0. Et donc qui dit taux d'intérêt faible et inflation plus élevée que les taux d'intérêt, eh bien tout ça, ça génère des bulles d'actifs, c'est-à-dire que l'argent va dans des actifs pour générer plus de revenus que les 0 ou 1% des placements monétaires. Donc c'est pour ça que depuis on a des bulles, hein. Donc la première bulle c'était la bulle boursière qui a éclaté en 2000, et puis après la bulle boursière donc on a eu la bulle de l'immobilier, on a une bulle sur les matières premières et sur l'énergie, on a une bulle sur l'or, bref on a des bulles de partout qui fait que les actifs augmentent et le coût de la vie augmente. Alors quel est l'avenir de l'euro et de la zone euro? Donc moi je ne suis pas devin, hein, mais on peut juste faire des hypothèses. Et aussi comprendre certaines choses. C'est-à-dire que si jamais un pays comme la Grèce devait sortir de l'euro, eh bien vous imaginez que la nouvelle monnaie grecque, le drachme, ne vaudrait probablement beaucoup moins que l'euro. Donc ça générerait une dévaluation de la monnaie nationale. Et c'est pour ça que l'Allemagne vraiment fait tout pour garder en tout cas le plus longtemps possible les pays européens en difficulté, parce que ses clients à l'Allemagne, ce sont notamment les pays européens. Et donc si vous dévaluez la monnaie de la Grèce, eh bien la Grèce n'aura plus les moyens de payer quoi que ce soit aux Allemands, qui ne pourront plus acheter de BMW, de Mercedes, etc. Donc c'est pour ça que l'Allemagne fait en sorte que si jamais il y a une sortie d'un pays de la zone euro, ça se fasse le plus tard possible, qu'elle ait le temps de se préparer, et que surtout les différentes entreprises aient le temps de mettre à sac le pays. Voilà. Si nous avons des faillites d'État, alors je vous laisse imaginer le scénario. Donc si par exemple la Grèce ça fait faillite, hein, mais si ça se passe d'un seul coup eh bien ça entraînerait des faillites bancaires importantes, et notamment les faillites des banques françaises et des banques allemandes. Et c'est pour ça que la France et l'Allemagne sont autant soucieux de garder à flot les Grecs. C'est simplement pour éviter que les banques françaises fassent faillite, et en tout cas leur laisser le temps, et donc laisser le temps par exemple à la BCE de leur faire des prêts à 1%. Face à cette faillite des États, des banques, etc., eh bien, la seule solution aujourd'hui qui est a priori envisagée, c'est la création monétaire à outrance. Et donc ça, on sait ce que ça génère de l'inflation au départ et l'hyperinflation à l'arrivée. L'autre solution, c'est donc de taxer les citoyens. Donc ça, les Grecs le vivent depuis plusieurs années maintenant, et nous, enfin les Français, commencent à le vivre depuis M. Sarkozy en tout cas, et M. Hollande, qui semble avoir une politique à peu près égale là-dessus, c'est-à-dire qu'on va taxer plus les gens. Ça se finira comment? Ça se finit en général en confiscation et en hyperinflation. Et c'est pour ça que je vous disais que, et on va le voir dans la prochaine vidéo, qu'il n'y a pas en général de classe moyenne à l'issue de ce type de crise, parce que il y a soit les gens qui sont complètement ruinés par l'hyperinflation et la confiscation, soit les gens qui ont anticipé et eux qui s'enrichissent